Guerre en Iran, quelle question stratégique? Devant l'actualité, nous avons été amenés à revoir l'agenda des rendez-vous de la géopolitique pour nous intéresser à ce qui se produit aujourd'hui en Iran. Au moment où nous enregistrons, nous sommes au sixième jour du début des bombardements. Face au flux d'informations qui tombent chaque jour, face à la difficulté de relever une cohérence dans ces faits qui surgissent, nous avons décidé d'aborder ce sujet, non pas tant par les réponses immédiates qu'il faudrait produire, mais par la question des questions stratégiques. La décision d'attaquer l'Iran par Israël et les États-Unis est importante et entraînera forcément des conséquences géopolitiques majeures. Mais pour les comprendre, il faut d'abord voir quelles sont les questions stratégiques qui sont aujourd'hui posées. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est dans le cœur de l'actualité, donc il est difficile déjà de tirer des enseignements de ce qui se produit. Par contre, on va faire quelque chose qui nous est peu commun. C'est plutôt que d'apporter des réponses, on va soulever des questions et je suis sûr qu'elles seront, elles, riches d'enseignements. C'est vrai que l'intitulé de la problématique telle que vous nous l'énoncez, quelle question stratégique, a pour objet d'emblée d'attirer l'attention des observateurs qui nous accompagnent sur le fait que, évidemment, il est beaucoup trop tôt, puisque nous enregistrons, comme vous l'avez précisé, au sixième jour de la guerre, il est beaucoup trop tôt pour tirer des enseignements et des conclusions définitives qui nécessairement s'inscrivent dans un temps long. Le temps de la guerre, c'est un temps long, voire très long, alors que parfois le temps des réactions au niveau des médias est particulièrement courte. Ça m'amène à une petite précision terminologique, si vous le voulez bien, avant que d'énoncer quelles sont d'ailleurs a priori les questions géopolitiques, stratégiques essentielles qu'il conviendrait de se poser sur le terme de guerre, parce que là, il faut pas se méprendre, quelle que soit la durée du conflit tel qu'on est en train de l'évoquer, c'est bien une guerre, de par le fait qu'il oppose trois États directement, de par la masse des matériels qui sont engagés. On n'est pas du tout dans le cadre de l'opération telle qu'elle avait été lancée en juin 2025, souvenons-nous-en. Alors, ce qui va être intéressant dans le fait d'essayer de décliner les questions stratégiques essentielles, c'est qu'on va se rendre compte qu'elles sont très nombreuses. Et c'est déjà un point important à mettre en évidence, parce que ce simple fait illustre déjà lui-même à quel point le conflit qu'on va s'efforcer de cerner aujourd'hui va avoir des conséquences majeures, comme on peut s'en douter, en géostratégie et en géopolitique. Il y en a 5 qui me paraissent en particulier devoir être particulièrement observées. La première, il est quand même fondamental de revenir sur cet aspect. Quels sont les objectifs réels des trois belligérants principaux? La seconde, qu'est-ce que nous apprennent les logiques de la géopolitique à travers l'histoire? C'est-à-dire, qu'est-ce que déjà on sent comme perspective se mettre en place et quelles seraient les issues potentielles par rapport à ces perspectives telles qu'on va être amené à les dresser? Il y a une troisième question qui me paraît très très opportune que de soulever, c'est quelle va être la réaction de la société américaine dans son ensemble face à l'engagement d'un conflit en Iran. La quatrième question, c'est quels sont les moyens militaires réels dont disposent les armées américaines dans ce conflit par rapport aux objectifs qui leur sont fixés. Et enfin, évidemment, il y a une cinquième question qui s'impose. Quelle est la réflexion stratégique que la guerre qui vient de se déclencher en Iran il y a quelques jours va amener à Pékin et en Chine? Parce qu'on voit bien que là, il va certainement y avoir une réflexion qui va être menée à l'aune de cette guerre, et particulièrement, certainement, sur un axe précis ou sur un axe singulier, serait-on tenté de dire. Alors si vous le voulez bien, on va maintenant, après l'énumération de ces objectifs, essayer de les décrire. Le premier, c'est quels sont les objectifs des belligérants. Oui, dans cette hiérarchisation telle que je vais m'efforcer de la mettre en place, je m'empresse de dire à nos auditeurs que je vais peut-être aller du belligérant pour qui les objectifs paraissent les plus simples, aux belligérants pour lesquels les objectifs non seulement sont plus nombreux, se complexifient, et pas forcément aussi simples à appréhender spontanément. En ce qui concerne l'État d'Israël, l'objectif est très clair. Il s'agit de définitivement détruire et éradiquer le système politique de la République islamique tel qu'il existe en Iran. C'est pas la peine de s'étendre longuement. L'objectif est tellement clair qu'à la limite, il parle spontanément pour lui-même. On bascule ensuite
vers la République islamique d'Iran. Et là, les choses sont déjà, me semble-t-il, un peu plus complexes. Évidemment, il y a, on va dire, la symétrie de l'objectif tel qu'on vient de l'énoncer, à savoir pour la République islamique d'Iran, le premier objectif, c'est de survivre à cette guerre et à cette attaque et de se maintenir ou de s'inscrire sur le temps long. Mais il y a, parmi les premiers événements autour de ces 6 jours de guerre, il y a notamment un événement qu'il me paraît opportun d'appréhender dans le cadre de cette question. Cet événement, quel est-il? C'est le fait que, manifestement, l'Iran s'est mis à bombarder énormément de pays limitrophes et au-delà, dans le périmètre ou dans le rayon d'action, à la fois de ses missiles balistiques et de ses drones. Et là, il y a 2 interprétations qui sont possibles. Ces 2 interprétations, quelles sont-elles? On entend parmi les observateurs une interprétation que je qualifierais de peut-être un peu facile et qui consiste à dire que ces attaques sont désordonnées, n'ont l'air d'avoir aucun sens et sont en train de montrer qu'en réalité, la vigueur des frappes menées par les Américains et les Israéliens est telle, la désorganisation du pouvoir politique iranien est telle, qu'on voit bien qu'il n'y a plus aucune cohérence dans les centres de décision et que donc on aurait différentes prises de décision qui seraient prises par certains chefs d'état-major ou par certaines unités sans qu'il y ait une concertation véritable. Ce serait donc un signe de délitement du pouvoir iranien et de début d'effondrement ou de panique. Peut-être. Mais il y a une deuxième interprétation qui est possible, c'est que ça soit une stratégie qui soit totalement maîtrisée et planifiée et donc qui vise un certain nombre d'objectifs. Et là, me semble-t-il, il y en a au moins 4 qui sont possibles à mettre en avant, que je vais m'efforcer de décrire un peu comme des cercles concentriques qui s'élargissent au fur et à mesure parce qu'ils ont des emprises pour chacun d'entre eux qui, à chaque fois, sont plus globales ou d'ordre plus général, si vous voulez bien. D'abord, la première sphère, ou le premier cercle, je serais tenté de dire, c'est clairement la volonté que d'essayer de déstabiliser l'ensemble des acteurs régionaux et au-delà des acteurs internationaux, en frappant notamment tous les sites énergétiques, que ça soit à la fois des sites de production d'une part, dont on dirait l'objet et l'exportation, mais aussi des centres d'utilisation pour déstabiliser ces sociétés et les amener à presser les États-Unis et Israël d'arrêter la guerre le plus vite possible. Mais ensuite, il y a aussi, si on y réfléchit bien, peut-être un deuxième cercle. C'est le fait de réveiller le sentiment des minorités chiites dans un certain nombre de pays qui environnent l'Iran. Alors d'ailleurs, je viens de dire minorité, c'est pas le cas de l'Irak où d'ailleurs la communauté chiite est majoritaire. Et on voit bien que l'idée là consisterait, de par ces frappes, à réattirer l'attention sur ce qui se passe par rapport à l'Iran, en empêchant finalement de se mettre dans le confort d'être un simple observateur pour ces pays et de les aspirer dans le conflit. Il y a peut-être d'ailleurs un troisième cercle qui est dans la continuité de celui que je viens d'énoncer, c'est qu'au-delà de la sensibilité chiite, il me semble que l'Iran cherche à frapper l'imaginaire et la sensibilité de l'ensemble du monde de la civilisation musulmane, chiites et sunnites confondus, car on voit bien qu'en procédant de la sorte, il s'agit de montrer de façon appuyée qu'on lutte contre les États-Unis et qu'on lutte contre Israël, et donc là de s'inscrire dans une solidarité qui serait propre à cette civilisation. Mais c'est encore plus, à mon sens, stratégique et adroit que ça, parce que ça pourrait mettre une sorte de hiatus ou de dichotomie entre le ressenti de ces populations et les gouvernements, je pense notamment des monarchies du Golfe, dont on sait bien qu'elles restent assez proches des États-Unis, et qui seraient donc en porte-à-faux par rapport à l'évolution de leur propre opinion publique. Et dans la continuité, il y a un quatrième cercle dont j'ai le sentiment que celui-là est très peu évoqué, et là qui se met un peu plus dans une logique de chaos ou de fin ultime, c'est que quand bien même l'Iran s'effondrerait, quels sont les 2 scénarios auxquels on peut penser? Soit une révolution, soit une guerre civile. Et ce qu'il est important de mettre en évidence ici, c'est qu'on peut légitimement s'interroger sur le fait de voir ces gouvernements des principautés du Golfe ne pas être totalement attirés
ou avoir une certaine précaution à envisager que tout d'un coup, il y ait des révolutions ou des scissions très importantes qui se fassent au seuil de leur géographie et qui pourraient, par effet de capillarité, entraîner des mouvements similaires d'un point de vue interne. C'est donc là, à mon avis, une explication qui me paraît et beaucoup plus rationnelle, et beaucoup plus réfléchie, et beaucoup plus stratégique, et qui nous amène bien dans le fait, à travers nos questions, d'essayer déjà d'apporter un certain nombre d'explications d'envergure stratégique. Alors, vous avez abordé 2 belligérants, mais il y en a un troisième qui n'a pas été évoqué pour l'instant, c'est les États-Unis, dont les objectifs paraissent moins clairs si on en croit les commentaires. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'on pourrait commencer déjà par faire remarquer que on a l'air d'osciller entre 3 objectifs différents. Et on pourrait même imaginer 4 si on conjugue ces 3 objectifs tels que je vais les nommer maintenant. Parce que finalement, quel est véritablement l'objectif premier des États-Unis d'Amérique? Est-ce qu'il s'agit définitivement d'empêcher que l'Iran puisse avoir accès à l'arme nucléaire et à la finalisation d'une arme nucléaire? Premier objectif. Dans la continuité, est-ce qu'il s'agit, au-delà d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, que d'empêcher également l'Iran que d'avoir des forces balistiques intercontinentaux, dont on voit bien que ça accroîtrait la menace précédente, ça renforcerait leur potentiel militaire? Ça, c'est une deuxième possibilité. Ou est-ce que la troisième possibilité, ou le troisième objectif, ce serait carrément le changement de régime tel qu'il avait été pratiqué par les États-Unis d'Amérique, les fameux regime change, en Irak en particulier en 2003, mais c'est ce qu'on appelle les logiques des néoconservateurs, n'est-ce pas? Mais qui avait été vertement critiqué par Donald Trump par ailleurs. C'est quand même pas inutile à souligner ou à rappeler. Ça pourrait d'ailleurs être les 3 en même temps. Par contre, je pense qu'il est indispensable d'emblée, au moment de notre déclinaison, d'être amené à faire une précision et peut-être d'envisager une autre éventualité. Je crois qu'il faut totalement remettre en question l'hypothèse qui consisterait à croire que les États-Unis interviennent en Iran pour affaiblir la Chine en termes de ravitaillement de pétrole brut. C'est tout simplement une logique qui non seulement est erronée, mais c'est un contresens géostratégique fort tel que je vais m'efforcer de le démontrer. Pourquoi ? D'abord parce que toutes celles et tous ceux qui s'inscrivent dans cette démarche ont souvent la propension que de se laisser trop attirer par un premier chiffre, qui est le chiffre des exportations de pétrole brut de l'Iran vers la Chine. Et c'est vrai que ce chiffre est spontanément trompeur parce que, en pourcentage, la part de la Chine dans les exportations de pétrole iranien, c'est plus de 80%. Seulement, à mieux y regarder, et c'est là où il faut être très précis, qu'est-ce qu'on constate? C'est que si ça représente 80% des exportations iraniennes, Olivier, en 2024 comme en 2025, ça représente à peine 11% des importations chinoises. Et ça, c'est d'ailleurs un point sur lequel on avait déjà insisté dans l'une de nos séances précédentes, qui s'intitulait d'ailleurs Arabie Saoudite, Iran, souvenons-nous, un autre regard, et sur lequel j'attirais l'attention des auditeurs sur le point qui était le suivant: il ne faut pas se laisser fourvoyer par ces chiffres, parce qu'on voit bien qu'en n'en favorisant qu'un seul, on se fourvoie dans l'interprétation qu'il convient de faire. À cela, il convient de rajouter, me semble-t-il, 2 points complémentaires qui vont venir renforcer la logique de la démarche telle que je m'efforce de la mettre en place. D'abord, on fera remarquer qu'en ce qui concerne la Chine, s'il suffit de remplacer 11% de leur importation, ça les rapprochera davantage de la Russie, ce qui va davantage aider les Russes d'ailleurs dans le financement de leur guerre en Ukraine. Et je ne vois pas très bien en quoi ça arrangerait les Américains que de voir que la Russie et la Chine se rapprochent davantage. Mais enfin, il y a aussi un troisième point. C'est qu'on pourrait faire remarquer que la Chine, d'abord, si le conflit se prolonge, pourrait avoir la tentation, de façon plus ou moins ouverte ou cachée, que d'apporter un certain nombre de matériel ou de ravitaillement à l'Iran, et que dans le cadre de de cet accord, ça permettrait à la Chine de faire remarquer à l'Iran qu'il ne serait pas forcément totalement judicieux que de fermer le détroit d'Ormuz, parce que non seulement ça empêcherait aux Chinois d'être ravitaillés, mais surtout, n'oublions pas, ça empêcherait aux Iraniens que de pouvoir faire leurs exportations.
En fait, le contresens géostratégique est tel qu'on pourrait faire même remarquer que c'est les Chinois qui ont intérêt à faire en sorte que cette guerre se prolonge entre les États-Unis et l'Iran. Et je suis sûr que nous aurons l'occasion de développer ce point dans l'une de nos questions suivantes. Cette précision nécessaire ayant été faite, il y a maintenant une hypothèse ou une éventualité qu'il est indispensable de dresser et qui sera peut-être moins satisfaisante pour les espoirs du peuple iranien. C'est que pour les Américains, peut-être qu'en réalité, il s'agit surtout non pas de changer de régime, mais de changer d'interlocuteur. Donc en fait, ça veut dire que les Américains seraient en train de faire ce qu'on appelle une sorte de révolution de palais, parce qu'en fait, ce qui pourrait les intéresser, c'est d'être amenés à avoir des dirigeants iraniens qui finissent par se dire « bon, de guerre lasse, c'est le cas de le dire, on va peut-être changer un certain nombre de nos orientations, on va arrêter le nucléaire, on va cesser dans le balistique, voire même, puisque nous restons au pouvoir, être amenés, ça s'est souvent vu durant la guerre froide, on l'oublie trop souvent, à changer d'alliance. C'est le propre des alliances que d'être amené à évoluer au cours des intérêts géopolitiques. Et quelle surprise de nous retrouver dans une situation où l'Iran se trouverait plutôt arrimé dans le côté du camp américain que du côté du camp, on va dire, plus ou moins de la Chine ou de la Russie aujourd'hui. Et on se rend bien compte là, à l'énoncé de ce que je suis en train de dire, que les objectifs américains sont multiples et qu'évidemment, il y a un certain nombre d'événements internationaux, logiques internationales, qui, alors qu'elles vont s'implanter, vont amener des inflexions qui peuvent être différentes, suivant comment ces évolutions vont être amenées à se mettre en place. Oui, il s'agit moins de déterminer un objectif qui serait unique, ils sont pluriels, ils sont multiples, que de voir comment ils vont jouer les uns avec les autres en fonction du contexte et notamment des logiques géopolitiques. Celles-ci vont avoir une influence sur les objectifs. Oui. Et là, je pense qu'il est indispensable de conserver à l'esprit, pour bien comprendre l'évolution du conflit tel qu'il est en train de se mettre en place, 4 logiques de la géopolitique en particulier, qui, parce qu'elles ont déjà existé à travers l'histoire, c'est un processus qu'on avait mis en place nous-mêmes à travers la méthode des scénarios, peuvent nous indiquer quelles seraient les tendances lourdes, telles qu'elles peuvent déjà commencer à se mettre en place ou à se dégager. D'abord, il y a une première logique qui me paraît très très importante, et là aussi qu'on entend peu souvent. Quel que soit le mobile invoqué par une armée étrangère qui attaque un pays, quand bien même ce mobile se baserait sur la volonté que d'apporter la démocratie ou la liberté, il n'y a pas un seul exemple dans l'histoire de la géopolitique dans laquelle, quand un conflit de ce type se prolonge, il y a un renversement d'attitude de la population qui finit par considérer l'armée extérieure comme une armée invasive et non pas comme une armée de secours. Ça me paraît très très important à avoir à l'esprit. Deuxième point, il n'y a aucun exemple dans l'histoire récente de la géopolitique d'une guerre qui serait uniquement remportée par la puissance aérienne, comme d'ailleurs on s'était efforcé déjà de le démontrer dans une séance précédente des rendez-vous de la géopolitique de juin 2025. La puissance aérienne peut-elle suffire à elle seule à remporter la guerre? La réponse est non, et il suffit de rappeler Sir John Basil Liddell qui, dans une superbe citation, synthétise cette situation. On ne fait pas de prisonniers avec un bombardier qui traverse le ciel. Il y a un troisième point qui me paraît très important à mettre en évidence encore plus, c'est si le conflit se prolonge, et quand bien même l'objectif de fragilisation, voire de destruction du pouvoir iranien serait mis en place, comment fait-on pour gérer les forces centrifuges qui ne manqueront pas de se développer? Et elles ne manqueront d'autant moins de se développer qu'en Iran, on peut penser en particulier à 2 d'entre elles, les Kurdes et les Baloutches. Et là, je crois que ça serait un autre contresens d'imaginer que les Américains se féliciteraient d'une telle situation. Parce que ça, c'est un point qu'on a eu l'occasion de soulever à plusieurs reprises aussi lors de nos différentes interventions, les différentes thématiques que nous avons pu aborder ensemble. Parce qu'il faut reprendre tout simplement le concept mis en avant par Zbigniew Brzezinski dans son livre Le Grand Échiquier dès les années 90,
Alors, on peut appeler ça anarchie géopolitique, on peut appeler ça vide stratégique. Lui, il appelait ça, rappelons-nous, dans son 4e chapitre, le trou noir. Et en gros, ça veut dire qu'on remplace une région dans laquelle il y a à peu près un ordre. Ça, c'est malheureusement très réaliste en géopolitique, par une sorte d'implosion d'un pays dont il faut rappeler que c'est la 18e superficie au monde et 90 millions d'habitants, et qui tout d'un coup serait entré dans une zone d'instabilité avec une multitude de peuples dont on peut comprendre légitimement les démarches, mais dont on fera remarquer qu'elles vont amener on va dire, un désordre dans la région, qui pourrait d'ailleurs avoir des sortes, pour reprendre une image sismique, des secousses qui pourraient se prolonger par ailleurs. Je pense notamment et au Proche-Orient d'une part, mais au Pakistan d'autre part. Donc on voit bien que ça d'ailleurs, ça ne peut que réfréner les Américains dans, comment dire, l'ambition de leurs objectifs qu'on a évoqués précédemment. Et la 4e logique, qui est vraiment très très importante, et qui est certainement celle qui va avoir le plus d'influence sur le déroulé des événements tels qu'on est en train de les aborder ensemble, c'est qui maîtrise le facteur temps et pour qui le temps joue-t-il. Ça, à travers nos questions suivantes, on va se rendre compte qu'effectivement, c'est une donnée qui est très très importante. Ouais, parce que cette question du temps est au croisement des logiques géopolitiques et des questions intérieures, puisque ce qui va avoir une incidence aussi sur les objectifs affichés par les Américains, c'est la réaction de la société américaine. Et là, quels sont les aspects qu'il faudrait prendre en compte? Là, il y a 2 indicateurs dont je précise pour nos auditeurs qu'à mon sens, il faudra les suivre tout au long du temps justement que la guerre va durer. Le premier indicateur, c'est quel est le degré d'adéquation du peuple américain avec la décision du président des États-Unis d'Amérique. Or, d'après les premiers sondages, puisqu'on sait que les Américains sont très friands de ça, n'est-ce pas Olivier? D'après les premiers sondages tels qu'ils nous sont parvenus sur quel est le degré d'adhésion du peuple américain sur cette guerre en Iran, le chiffre est de 21%. Alors, je me permettrai de faire remarquer 2 éléments d'explication par rapport à ce chiffre. D'abord, il est très bas. Il est très très bas, en particulier pour le début d'une guerre, puisque ça veut manifestement dire qu'il y a 4 Américains sur 5 qui sont opposés à l'entrée des États-Unis dans cette guerre. L'autre précision qui me paraît importante de mettre en avant, c'est que apparemment, si on fait un sondage avec des éléments qualitatifs et qu'on s'intéresse plus particulièrement sur les segments de population qui ont été favorables à Donald Trump lors de son élection et qui ont été amenés à voter pour lui, le chiffre serait même inférieur. Et ça s'explique par le fait que Donald Trump, durant sa campagne, avait très souvent, de manière récurrente, souligné qu'il ne souhaitait pas, comme tous ses prédécesseurs, engager les États-Unis dans ce qu'on surnomme là-bas les Forever Wars, c'est-à-dire les guerres qui s'éternisent, comme les 20 ans de guerre en Afghanistan. Mais justement, ce terme de guerre qui se prolonge pour l'éternité, en transition, m'amène vers le 2e indicateur qui est fondamental. Quelle va être la réaction du peuple américain sur le long terme face aux pertes américaines? Et là, il ne faut pas se méprendre. Quand on pose cette question, évidemment, il y a la dimension quantitative qui rentre en jeu. Mais il va y avoir surtout la dimension liée à la communication et la dimension affective. Parce que ça nous renvoie clairement à la guerre du Vietnam. Ce qui a énormément fragilisé les États-Unis, c'est bien sûr le nombre de morts. Mais on sera certainement amené à y revenir dans une prochaine séance. C'est le fait que ces morts ne sont plus impersonnels. C'est des morts dont on commence à connaître les noms, les histoires, et qui fragilisent d'autant plus l'opinion publique qui les reçoit. Donc, si on était face à une multiplication de situations comme celle-là, on voit bien que ce serait en train de fragiliser une opinion publique qui n'est déjà pas spontanément très favorable à cette guerre. Et là, je crois que on ne peut pas s'empêcher que de penser à une remarque formidable de John Fitzgerald Kennedy. La défaite est orpheline, la victoire a 100 pères. Autrement dit, cette guerre, pour le président des États-Unis d'Amérique, il va falloir la gagner. C'est une précision que j'avais été amené à faire dans une séance qui remonte
à quelque temps maintenant des rendez-vous de la géopolitique, dont le titre était d'ailleurs assez paradoxal. Faut-il être paradoxalement téméraire pour l'emporter en géopolitique? Et je passais à travers les ducs de Bourgogne en faisant remarquer que finalement, de la hardiesse à la témérité, le chemin était assez étroit et que l'histoire juge cette différence uniquement à travers le prisme justement de la victoire ou de la défaite. Donc ça va être une question majeure dans le déroulé de la guerre telle qu'elle vient de se déclencher. Justement, pour voir si les objectifs sont atteints ou pas, il convient de les rapporter aux moyens qui sont mis à disposition pour obtenir ces résultats. Et là, je pense forcément à l'équipement et au déploiement militaire des États-Unis. Comment il convient de l'apprécier aujourd'hui? Alors, il y a 4 caractéristiques ou 4 aspects, si vous le voulez bien, qui me paraissent très, très importants à soulever ou à mettre en évidence pour nos auditeurs, quitte à voir par la suite, encore une fois, comment ces caractéristiques ou ces éléments vont évoluer. D'abord, manifestement, il y a la question qui est liée aux munitions. Et ça, c'est loin d'être neutre. Parce que, en fait, ne serait-ce qu'en quelques jours, on assiste déjà à une débauche d'utilisation de munitions. Donc, clairement, la question qui est posée, c'est combien de temps les États-Unis d'Amérique en particulier vont-ils pouvoir continuer à utiliser leurs missiles de croisière, leurs bombes guidées laser, leurs bombes conventionnelles à un rythme aussi effréné que celui qu'ils sont en train de faire. Pour qu'on comprenne bien l'enjeu, il me semble qu'il serait évidemment trop fastidieux d'enchaîner la totalité des statistiques, ça n'aurait d'ailleurs pas beaucoup de sens, mais au moins me paraît-il indispensable que d'évoquer un exemple pour qu'on mesure mieux et avec plus d'acuité l'importance de l'élément ou du paramètre tel qu'on est en train de le soumettre à l'attention de nos auditeurs. Les fameux missiles Tomahawk, d'après les commandements du quartier général américain, les États-Unis d'Amérique en auraient utilisé déjà plus d'une centaine au 5e jour du conflit. Là où le chiffre devient intéressant et gagne en compréhension dans sa mise en perspective, c'est que 100 missiles Tomahawk, c'est à peu près la fourchette haute de la production américaine annuelle pour ce type d'équipement. En réalité, ce dont on se rend compte, c'est que d'ailleurs même d'un point de vue prévisionnel, en 2026, il était prévu que les États-Unis produisent 57 missiles Tomahawk pour la seule année 2026. Et à tous les éléments que je suis en train d'apporter, et dont on voit bien que donc ça veut dire que là, en l'espace de 4 ou 5 jours, on aurait tiré l'équivalent de la production américaine sur un an, il faut rappeler qu'en plus, la production d'un missile Tomahawk peut nécessiter pratiquement parfois 2 ans. Quant aux missiles Patriot, pour se mettre maintenant dans une perspective défensive, on attira l'intention indépendamment des coûts, parce qu'on voit bien que là, beaucoup plus que les coûts, c'est la quantité qu'il va être possible de produire et le temps qu'il est nécessaire pour les produire qui va être le facteur essentiel. C'est que donc, pour reprendre un exemple d'une arme plus défensive, le Patriot, il faut 2 à 3 ans. Et là, il y a un événement supplémentaire pour renforcer l'importance de l'information telle qu'on est en train de la soumettre. C'est que le quartier général américain, le CENTCOM, tel qu'on l'appelle, qui est dédié aux opérations donc, de cette région, a commencé ostensiblement à mettre en évidence des images des bombardiers Rockwell B1 et des fameux B-52. Alors là, j'imagine certains d'entre nous dire « D'accord, mais quel est l'intérêt d'une telle précision ?» C'est que ces bombardiers-là sont des bombardiers stratégiques lourds dont la capacité d'emport en termes de masse de munitions est très importante. Donc ça souligne d'une part la nécessité de continuer à bombarder, ce qui laisse à penser qu'on est loin d'avoir atteint tous les objectifs, mais surtout ça laisse à penser la quantité de munitions subséquentes qu'il faut mettre dans ces avions pour continuer à faire en sorte qu'ils puissent être opérationnels. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point qui est assez interpellant, parce que celui-là, c'est un point qu'on entend encore moins souvent, c'est le degré d'opérationnalité des pilotes. Parce que si on prend à peu près les chiffres des avions de combat, je parle bien des avions de combat, c'est-à-dire que j'exclus les avions ravitailleurs, les avions de transport, les avions d'observation, de contre-guerre, de mesures électroniques, etc. Et qu'on fait un ratio entre le nombre de ces avions de combat et le nombre d'opérations telles qu'elles ont été déjà menées, qu'est-ce qu'on constate? Que la plupart des pilotes américains ont déjà été amenés à faire pratiquement 3 opérations par jour. Mais ça, c'est énorme.
Ça veut dire que si la guerre s'inscrit dans un temps moyen, il va falloir qu'on ait un degré de rotation, de permutation très important pour pouvoir s'inscrire dans la continuité. Je rentre même pas dans l'hypothèse où il y aurait un certain nombre de pertes parmi ces pilotes américains qui amènerait une tension croissante sur cet paramètre ou cette information. Puis, il y a un troisième élément qui me paraît indispensable à mettre en exergue. C'est que si on regarde bien, entre les événements dramatiques des 8 et 9 janvier 2026, dont il ne faut jamais oublier, je serais amené à le rappeler à certains observateurs, qui sont quand même des événements plus que prégnants dans l'histoire de la géopolitique et de l'humanité, n'ayons pas peur de le dire, de par l'amplitude des pertes occasionnées. Combien de temps les Américains ont-ils mis à rassembler les moyens qu'ils estimaient nécessaires? Parce qu'en réalité, l'opération est menée le 28 février. Donc ça veut dire que, quelle que soit la masse et la puissance réelle qu'on prête à l'armée américaine, j'insiste sur réelle, il n'en reste pas moins que si on regarde bien la chronologie telle qu'on est en train d'esquisser, il a fallu pas moins de 5 à 6 semaines aux Américains pour tout rassembler. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça pose une question. Ça pose la question du degré d'opérationnalité des porte-avions américains. Parce que, Olivier, souvenons-nous, on a fait aussi une séance des rendez-vous de la géopolitique sur les caractéristiques des porte-avions. Et lors de cette séance, on avait eu beau jeu de faire remarquer que de très loin, la première puissance aéronavale dans le monde, c'est les États-Unis d'Amérique, et que le nombre de porte-avions qui sont à leur disposition, c'est 11. Donc, tout d'un coup, on a une question qui se pose. Mais où sont-ils ces 11 porte-avions américains? Puisque je rappelle que pour l'instant, il y en a 2 qui sont en opération, dont notamment le plus important de Gerald Ford en Méditerranée. Et là, tout d'un coup, on est en train de se rendre compte d'une chose. C'est que, en fait, il y en a certains qui ne sont pas déployables pour l'instant, parce qu'ils sont en carénage, ils sont en réfection ou en réparation ou en réapprovisionnement, et qu'en plus, il y a d'autres zones du monde qu'il faut prendre en considération, ce qui m'amène à un 4e point. Faut quand même pas oublier que il n'est pas possible de mener une guerre, voire même de rester vigilant sur une tension, sur 2 fronts dans le monde, quand bien même on serait l'armée américaine aujourd'hui. Et ça, c'est une évidence qu'on avait déjà expliquée lors des 2 séances qu'on avait consacrées sur le bilan des guerres en Afghanistan, quand les États-Unis étaient partis. Parce que j'avais eu beau jeu de faire remarquer que les États-Unis d'Amérique, déjà engagés en Afghanistan à la fin de l'année 2001, décembre 2001, s'étaient lancés dans une opération ambitieuse en Irak en mars 2003, et que justement sous la présidence de la première administration de Barack Obama en 2009-2010, on était dans une situation très délicate qui consistait à devoir faire des arbitrages sur quel secteur prioriser. Et si vous me permettez une analogie qui peut peut-être surprendre, on se retrouve là dans le contexte totalement effrayant de l'état-major allemand de 14-18 qui devait disperser ses troupes sur le front de l'Est et sur le front de l'Ouest et qui était devenu même le cauchemar opérationnel de l'état-major allemand. Ce qui veut dire que, évidemment, ce qui se passe en Iran a des conséquences dans d'autres zones du monde. Et là, on va élargir le prisme. Et comment ne pas penser au Pacifique? Évidemment, et on l'a évoqué pour la question du pétrole, mais on regarde du côté de la Chine, et eux regardent du côté de ce qui se passe en Iran et de ce déploiement américain. Il y a forcément des conséquences et des répercussions géopolitiques pour la Chine et sur sa vision de la géopolitique, de ce qu'elle va faire à l'avenir. Alors, là, en réalité, sur cette question-là, la réponse va être assez manifeste ou claire à mettre en place. L'incidence première que la guerre déclenchée par les États-Unis en Iran va avoir, c'est qu'évidemment, elle va mettre encore avec plus d'importance le facteur Taïwan en évidence dans le Pacifique. Et pour dire clairement les choses, est en train de s'ouvrir une fenêtre d'opportunité stratégique pour la Chine. Parce que là, on comprend quand même bien, eu égard à tout ce que je me suis fait dire précédemment, et en termes de société américaine, et en termes de moyens nécessaires pour l'armée américaine, que, évidemment,
il ne va pas être possible pour les États-Unis d'être aussi prégnants, d'être aussi présents face, on va dire, aux défis que pourrait lui lancer la Chine, quel que soit ce défi, et en particulier à Taïwan. Ce qui veut dire, disons-le clairement, que l'implication des États-Unis en Iran, c'était bien ça le sens de mon sous-entendu dans la question préalable quand j'ai dit on peut même penser que les Chinois ont un intérêt à ce que cette guerre se prolonge, parce qu'on voit bien qu'ils pourraient avoir le sentiment que complètement accaparés par la guerre en Iran d'une part, et n'ayant toujours à devoir regarder ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, ne l'oublions pas d'autre part, les Chinois se sentent avec un peu plus de liberté d'entreprendre des actions qu'on qualifiera de plus osées, voire de plus militaires dans le Pacifique. Et donc, en fait, quand on nous dit « mais l'Iran est seul », oui, l'Iran est seul si on aborde la question sous l'angle des alliances traditionnelles, un peu comme la triple entente et la triple alliance, donc les alliances bien connues de 1914, parce qu'il n'y a pas une sorte d'alliance automatique entre l'Iran et la Russie d'ailleurs et l'Iran et la Chine, qui nécessairement entraînerait la Chine dans le conflit. Le danger n'est pas du tout là. D'abord, on fera remarquer que la Russie, si elle est soulagée certainement de voir que l'attention américaine va se porter ailleurs, est obligée de concentrer la totalité de ses moyens dans la guerre dans laquelle elle est engagée face à l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Mais la Chine, elle, par contre, est justement beaucoup plus dans cette possibilité que d'apporter des radars, des mesures de batterie anti-aérienne, ce qui lui permet non seulement, de façon plus ou moins ouverte, que de soutenir l'Iran, de tester d'ailleurs son matériel pour voir à quel point il peut être opérationnel face à l'armement américain. Il ne faut peut-être pas oublier ça, sans être directement engagé en première ligne. Donc là, on voit bien que cette guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël a des répercussions à travers l'ensemble des questions qu'on vient de soulever, qui sont vraiment d'une amplitude majeure, et que ça vient s'inscrire dans un contexte international dont on a vu l'opportunité par ailleurs de montrer à quel point il était déjà dense, pour ne pas dire chargé. Alors, est-ce qu'à ce stade, les nombreuses questions géostratégiques qui ont été soulevées permettent d'apporter un début de réponse géopolitique ? Il y a au moins 3 réponses qu'on peut apporter. Ces questions-là, on a bien compris qu'on s'efforçait de dévoiler leur importance, ou de mettre en exergue leur importance et d'attirer l'attention de nos auditeurs pour continuer à regarder comment elles vont évoluer, puisque, encore une fois, on est sur un temps long. Par contre, il y a déjà 3 réponses qui sont manifestes et qui sont mises en place par le déclenchement de cette guerre, ne fût-ce qu'après 6 jours. D'abord, le risque de prolifération nucléaire, paradoxalement. Parce que ce qui paraît incroyable, c'est que c'est une assertion qui peut choquer, mais ce qui se passe est en train de donner raison à la Corée du Nord. Parce que finalement, si on cherche à être objectif ou rationnel, la meilleure façon que d'éviter que de subir une intervention extérieure, quelle qu'elle soit, c'est de posséder l'arme nucléaire. On fera d'ailleurs remarquer, dans notre continuité de vouloir être objectif, que l'intervention américaine en mars 2003 n'a certainement pas dû manquer de renforcer la conviction du régime iranien que de vouloir avoir l'arme nucléaire pour justement éviter d'être exposé à la situation à laquelle il se trouve confronté depuis 6 jours. Donc je pense que l'idée qui consisterait à dire « bon, ça va limiter l'emprise de l'arme nucléaire » me semble assez osée, pour ne pas dire erronée, et j'ai presque l'impression qu'on va arriver dans une logique contraire. Il y a une deuxième réponse, qui, si elle n'est pas nouvelle, est confortée. Il n'y a plus d'Occident. Ça, on l'avait déjà évidemment très très bien, non seulement ressenti, perçu, mais mis en lumière à travers différentes séances précédentes. Je pense notamment à une première analyse du bilan de Donald Trump, et je rappelle qu'il y a un document stratégique américain qui est sorti le 8 décembre, et dont il ne paraît pas inintéressant de rappeler que le premier chapitre, c'est l'hémisphère occidental, qu'on a vu la surprise que je sois amené à mettre en avant que dans cet hémisphère occidental, il n'y avait pas l'Europe,
Et que d'ailleurs, c'est tellement vrai ou c'était tellement renforcé qu'il y avait un autre chapitre qui était consacré à l'Europe, ce qui prouve bien qu'a priori, on parlait là de deux hémisphères qui étaient totalement différents. Mais alors, dans la continuité, ce qu'on pourrait faire remarquer, c'est que visiblement, si le porte-avions Charles de Gaulle français doit faire demi-tour, c'est qu'il faisait escale à Malmö, qu'il était proche de la Suède et qu'il n'était pas loin de la Baltique. Et qu'on pourrait donc faire remarquer qu'a priori, les Américains, le temps où ils ont préparé cette opération, se sont bien gardés d'avertir leurs alliés, est-il encore possible de les appeler ainsi, français? Mais alors, il y a un troisième point. C'est que l'Europe est atone. Et l'Europe est atone parce qu'elle est plus dispersée que jamais. Parce que certes, on pourra faire remarquer que, je crois pouvoir dire, avec une sorte de pondération et de vraie intelligence stratégique, le gouvernement italien a décidé d'aider certaines monarchies et certains pays du Golfe à assurer leur protection aérienne en leur donnant un certain nombre de matériel qui puisse atteindre ces objectifs. Ce qui me permettra de faire remarquer qu'en faisant ça, l'Italie est acteur, tout en restant dans une dimension défensive et dans une logique, peut-être pas de prudence, mais on va dire de réserve, et en tout cas, j'insiste, dans une démarche défensive. Par contre, que penser d'un certain nombre de gouvernements européens dont on a le sentiment, comment le dire, qu'ils se cachent derrière le paravent du droit international pour dissimuler une certaine incapacité à comprendre les logiques stratégiques, voire même peut-être pour dissimuler une lâcheté. Parce que à ces gouvernements-là, on pourrait faire remarquer un certain nombre de choses. D'abord, ceux qui se targuent de mettre en avant le droit international, on pourrait leur faire remarquer que l'Iran n'est quand même pas le meilleur exemple du pays qui a respecté le droit international, a fortiori sur les questions nucléaires. Deuxièmement, on pourrait faire remarquer à ces gouvernants que ce sont peut-être les mêmes, était-ce si lointain ou il y a si longtemps Olivier, même si c'était déjà il y a une trentaine d'années, qui se targuaient de mettre en avant un magnifique principe, ce magnifique principe qui était le droit d'ingérence qui stipule que quand bien même on ne serait pas dans le cadre du droit international, c'est un devoir, pas une possibilité, mais un devoir que d'avoir à intervenir contre l'action d'un gouvernement qui ostensiblement opprime et détruit son peuple, comme on l'avait utilisé à l'occasion des guerres de l'ex-Yougoslavie au début des années 90. À cela, j'avoue que je ne serais pas loin d'avoir la propension que de donner un conseil. Il me semble opportun de leur demander que de relire Antigone d'Annouilh. Car Antigone leur ferait remarquer qu'il y a quelque chose de supérieur au droit. Il y a la justice. N'est-ce pas magnifique de faire remarquer dans cette conclusion des rendez-vous de la géopolitique qu'en réalité, c'est la géopolitique. Je pense qu'il serait peut-être même plus adapté de dire c'est la réelle politique, avec sa force et sa puissance, qui servent beaucoup mieux la justice que le droit international. Bien Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur cette conclusion. Merci. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme des rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.